Bonjour les télos, c'est Pac-Man pour une nouvelle émission mensuelle Ciné Asia and the Geek World numéro 2 cette fois-ci, où je vous parlerai de l'actualité cinéma geek et asiatique, avec les news, des théories, des critiques et plein d'autres bonnes choses. Alors commençons tout de suite par les news. Le syndicat du crime, vous vous souvenez de cette trilogie débutée par Wu et finie par Ark? La boîte de Jackie a repris les droits pour préparer un 4e épisode. Réalisé par Ding Cheng, alias Little Big Soldier ou Police Story Lockdown, on aura droit à une préquelle ou un reboot en 2018. Et un premier teaser de 40 secondes est sorti. Craignez-le. Mon film coréen de l'année va sortir ce mois-ci, et oui, le film Tunnel de Kim Seong-hung, après son terriblement sarcastique Hard Day, nous sort un nouveau film aussi bon et délicieusement cruel. Les films asiatiques sont assez rares en France, alors profitons des bons films en l'achetant en Blu-ray ou DVD. Après avoir parlé d'un excellent film et vu les retours critiques, je me suis dit que j'avais le droit de vous faire vomir un peu avec le dernier trailer en date de Full Metal Alchemist, le film live, et qui sortira le 1er décembre, et dont les spectateurs du Festival de Tokyo ont pu voir en avant-première. On connaît mon amour pour Jackie Chan, aka le meilleur acteur de tous les temps, et vous comprendrez vite que vous aurez une info par émission sur lui. Et donc parlons de ces deux prochains projets avec Blending Steel et The Foreigner, et c'est encore deux projets qui arrive, Night of Shadow en pré-production, où Jackie jouera un chasseur de démons, mais par contre le nouveau film de Jackie sortira lui dès fin décembre, soit une semaine après Blending Steel, Namiya, adapté d'un roman japonais, avec un surprenant Jackie qui jouera le rôle d'un vieux gérant d'une boutique. Et pour les fans de films de Kaiju, Netflix vous fait rêver avec un animé sur Godzilla, Godzilla Planet of the Monster, qui sortira le 17 novembre prochain en collaboration avec la Toho. Le film vient de débarquer avec une bande-annonce. J'entends souvent de la part de gens qui ne connaissent rien au cinéma que Suicide Squad est la pire adaptation de super-héros. Et voilà, bravo, félicitations, en un argument, je viens de prouver que vous n'y connaissez rien en adaptation. Mais surtout, les haters de Suicide Squad sont, à la star des vegans ou des féministes 2.0, complètement endoctrinés dans leur haine, qui répètent ad nauseam les mêmes arguments pour démonter le film. Un critique cinéphile ne va pas se plaindre d'une adaptation, qu'elle adapte, mais sur le projet, le film en lui-même. Or, les arguments de ces haters sont souvent dans ce qu'ils pensent être une adaptation de Suicide Squad, et donc dans l'objectif, et pas dans l'analyse. Démontons un par un les arguments qui reviennent trop souvent. Will Smith a complètement dénaturé le perso de Deathstroke. C'est Will Smith faisant du Will Smith. Qui c'est qui s'en fout que Samuel L. Jackson fait du Jackson pour Nick Fury, même s'il est Samuel L. Jackson dans les Ultimates, ou qui s'en fout que Robert Downey Jr. fait du Robert Downey Jr. dans son rôle d'Iron Man, ou encore pire, qui s'en fout que Thor ou Captain America fasse du Robert Downey Jr. qui fait du Iron Man. C'est toi. Alors pourquoi ça te choque que Will Smith fasse du Will Smith, alors que toute sa carrière il a fait que ça? Harley Quinn, c'est trop une pute dans ce film. Ils l'ont trop asexuée. Mon Dieu, c'est vrai, c'est honteux. Ils ont pas respecté le perso qui se présente en nuisette à chauffer Joker dans Mad Love, écrit juste par les créateurs des personnages et... Oh ouais, pardon. Alors parlons de l'animé Suicide Squad. Lui, c'était une bonne adaptation, hein, où elle baisse juste avec Deathstroke. On va parler de Batman et Harley Quinn. Ça va. C'est ça la vraie Harley. C'est écrit par Bruce Timm. Et elle l'a fait juste baiser avec Nightwing. Fait chier, merde. En fait, elle a toujours été sexualisée. C'est juste une femme qui s'assume. Et pour une fois, je serais d'accord avec les féministes. Une femme qui s'assume sexuellement n'est pas une pute. Le Joker n'apparaît pas assez, et puis il est pourri. Faudrait déjà savoir ce que tu veux, espèce de schizophrène. Déjà, je regarde la jaquette et je vois pas le Joker et la Suicide Squad dans le titre. Alors, excuse-moi de pas le voir aussi souvent. Le film ne s'intéresse pas à lui, sur ses 2 heures de métrage, et on peut reprocher à la Warner de l'avoir survendu dans ses bandes annonces, mais en aucun cas on était obligé de le voir sur les 2 heures de film. Et ce n'est pas un film sur lui. Et puis justement, comment tu peux juger un personnage sur un temps si court de 20 minutes où justement il n'aura pas ces moments de gloire ou d'identification, puisque le film n'est pas sur lui. En fait, c'est juste un regret de ne pas l'avoir assez vu, et je peux le comprendre, mais on ne pourra le juger que quand un film s'intéressera à lui, et pas avant. À part Deathstroke et Harley, les autres personnages ne sont pas exploités.
Là encore, c'est du subjectif, hein. Je regarde un comics, le Suicide Squad des News 52, et on est dans la même logique du film. Les plus vendeurs sont omniprésents. Cela n'empêche pas de voir les personnages être exploités quand il faut, où il faut. La story de Diablo, triste et violent, et sa baston finale qui le met en avant. Crocodile qui mettra la bombe, Katana et son passé sombre. Après, les suites seront là pour exploiter les autres personnages, mais ils ont tous un intérêt, un moment à eux, comme l'histoire d'amour entre Rick et la sorceleuse. Amanda Waller, c'est sa faute, son piège, l'enchanteresse sans elle n'aurait pas fait son plan. Ah bon? Voyons voir ce qu'aurait fait l'enchanteresse si Amanda ne l'avait pas récupérée. Bah oui, elle aurait fait la même chose, mais sans être gênée. Je rappelle que c'est une méchante, bande d'abrutis. Oh l'autre, ils sont incompris, c'est pas des bad guys, ils sont trop gentils. Ah, ma préférée. Une scène où chacun boit et se disent qu'ils sont incompris et haïs par la société, mais qu'en fait ce sont des braves gars. Les gars, la preuve que vous ne savez pas analyser un film et que c'est grave. Rappelez-vous du début. Harley a tué Robin, Deathstroke tue des gens pour l'argent, Diablo a tué sa famille, Crocodile est cannibale, etc., etc. Les mecs, ce sont des psychopathes, des malades, qui en plus donc, malgré le malheur qu'ils ont commis autour d'eux, osent le nier, être dans le déni, le mensonge, se prétendant incompris. C'est dire leur monstruosité, leur violence et leur psychopathie, car ils ont conscience de faire le mal. Cette scène, qui est censée les rendre agréables avant leur attaque suicide, a une douce ironie macabre. Voilà en gros les principaux défauts que je vois sortir par les haters et qui montrent pathétiquement que ces gars n'ont rien compris au film et au principe d'adapter, restant sur l'objectif que sur la vraie critique de film. Le film n'est pas exemple de reproche, et on pourra parler du montage qui a subi la pression de la production, ou la musique, pas souvent bien utilisée, mais le film est un excellent divertissement pour peu qu'on se laisse pas envahir par la vague de haine et qu'on utilise son cerveau pour ne pas suivre le troupeau, car le film a aussi ses qualités, les 2 heures passant vachement vite, tant l'action et l'humour omniprésents et fun, et la réalisation excellente, surtout lors de la romance Joker et Harley, dont l'hommage à Alex Rox, le meilleur dessinateur au monde, permet de montrer que rien que pour ça, il faut lui laisser une seconde chance. La réalisation connue de Yang Jong-yeon, Kiss Me Kill Me raconte l'histoire d'un tueur à gages, Yeon-jun, qui a pour mission de tuer un homme dans son sommeil. Pas de bol, il tombe sur une femme, Jin-young, qui lui ordonne de la tuer car elle l'a payé. Devant cette situation loufoque, Jun refuse et Yin, qui n'arrive pas à se citer d'elle-même, vu sa maladresse, va essayer d'harceler notre tueur pour réussir à le convaincre de la tuer. Alors ne vous laissez pas avoir sur ce pitch assez sombre, au final le film est une véritable comédie dramatique avec une romance qui se forme et un peu d'action. Si on peut d'ailleurs reprocher à ce dernier d'être peu présent et donc peu mémorable, la partie comédie fonctionne grâce à son duo de comédiens, attachant et hilarant, qui joue avec la mort en proposant un humour noir des plus rafraîchissants. Le côté loser de nos héros les rendant pathétiquement adorables. Le film qui vous redonne le sourire et le moral en parlant du suicide. Quoi de mieux? Le film étant un bon blockbuster qui enchaîne les scènes sans temps mort et ne nous laissant pas une seule seconde sans notre dose de scènes farfelues et loufoques. Narok, aka Elle, chez nous, est la définition même du film d'horreur fauché qui fait les pires erreurs du monde. En plus d'une réalisation dégueulasse, les réalisateurs, au lieu de jouer sur l'ambiance, décident de montrer tout l'horreur en plein jour, sans argent. Du coup, ça donne des trucs dégueulasses, bien voyants, et qui te font dire que Satan a un sens de l'humour très spécial, surtout pour ridiculiser ses sbires dans toute sa classe. Alors que Alien cachait son monstre, les FX nous pourrissent à la gueule de leur 3D ou latex dégueulasse en plein visage et provoquera juste rire ou malaise, sans compter sur une héroïne dont la fonction consiste à s'évanouir ou se casser une jambe à chaque péripétie du film, et donc de se faire porter tout le long du film par les autres personnages du film. Selon toute vraisemblance, elle est normalement censée devenir forte et pas rester une boulée tout le long du film. Mais c'est tant pis, puisque le film, remarquant la catastrophe qu'il est, décide de balancer à la va-vite sa fin, en totale incohérence avec les règles qu'il pose là aussi à la toute fin. Mais si le calvaire peut se finir rapidement, finalement, on les remerciera pour ça. Pour les geeks qui aiment sortir, oui je sais cela n'existe pas, le 12e festival du film japonais contemporain, Kino Taiyo, se lance dès le mois de novembre et jusqu'à février 2018. Une dizaine de films japonais contemporains donc, est en compétition sur plusieurs villes et plusieurs cinémas pour le bonheur des fans de cinéma japonais. Le festival Corée d'ici a lui débuté le 2 novembre et jusqu'au 25 novembre à Montpellier pour faire découvrir le cinéma coréen pour la 3e année à travers expos, conférences, gastronomie,
atelier, spectacle, mais aussi donc film. Et pour les fans de documentaires, le festival Écran de Chine se poursuit en novembre au cinéma L'Entrepôt avec la projection de films documentaires indépendants chinois. Voilà, l'émission est terminée, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié l'émission, que vous aurez un petit peu plus de recul par rapport aux sorties et que vous aurez découvert de nouveaux films à voir ou à éviter. En tout cas, moi je vous remercie et tout ça. Laissez donc un petit pouce rouge ou un petit pouce bleu. Bon, un petit pouce rouge, ça sera un petit peu méchant de votre part, mais je sais qu'il y a 2-3 lecteurs qui aiment suivre chacune de mes vidéos pour les mettre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo et faites-vous plaisir.